Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui va traiter le phénomène de décollement et de patinage des roues des motos. Bueno, Le système étudié est la moto avec un pilote en contact avec le sol avec, en B et A. Donc G représente le centre de gravité de l'ensemble en translation. Des roues avant et arrière articulées avec le châssis au niveau des points C et D. Un ensemble sigma constitué d'un cadre, suspension, ensemble de direction. Voilà. Et d'une motorisation. Donc, la motorisation est destinée à faire tourner la roue arrière. Donc un schéma d'analyse représente les liaisons et les efforts. Donc j'ai 4 liaisons entre l'ensemble sigma, roue arrière, roue avant et le sol. 2 ponctuels entre le sol et les roues avant et arrière. Des liaisons pivots en C et en D entre les roues arrière, roues avant et l'ensemble sigma. Hypothèse, donc on suppose que le repère R0 est égalien et que G est égal à moins GY. Le déplacement se fait sur une ligne droite, c'est-à-dire que c'est un problème plan. On aura une vitesse portée par X. Les liaisons autres que les roues avec le sol sont considérées parfaites. Donc ça veut dire que celles entre le sol et les roues avant et arrière sont avec frottement. Et dans ce cas, vous voyez que chacune des résultantes a 2 composantes. Donc la force est inclinée, elle est plus normale à la surface de contact. Et donc ces actions sont représentées par 2 glisseurs en A et B. Donc hypothèse suivante, les masses et les inerties des roues sont négligeables. Donc on suppose aussi que l'ensemble sigma plus le moteur constitue un ensemble E de masse M et de centre d'inertie G. La motorisation est installée entre sigma et la roue arrière. On isole la roue avant et on applique le TMD au point D en projection sur Z. Donc, la roue avant est soumise à l'action de sigma et de 0. On a deux moments, celui de sigma et celui de 0, égal au moment dynamique en projection sur Z. Moment de sigma sur la roue avant en projection sur Z au point D est nul parce que la liaison est pivot et elle est parfaite. Après, pour calculer le moment D du sol sur la roue avant, il suffit de passer par le point B où le moment est nul. Puisque le torseur est un glisseur en B. Donc ça nous donne RXB. Après, le moment dynamique est nul parce que les inerties et les masses sont négligeables. Ce qui nous donne un XB égale à 0. Cela traduit avec les hypothèses que le contact entre le sol et la roue avant se fait sans frottement. Donc l'action elle est portée uniquement par Y. Après on isole l'ensemble sigma, la roue avant, roue arrière et la motorisation. Et on applique le principe fondamental de la dynamique. Donc, torseur statique de l'extérieur de E sur E est égal au torseur dynamique de E par rapport à R0. Donc nous avons 3 actions extérieures, celle du sol sur la roue avant, sol sur la roue arrière et la pesanteur. Donc, la pesanteur, torseur de la pesanteur est un glisseur en G. Le torseur du sol sur la roue avant et la roue arrière, on les a déjà donnés au point A et B. Et sachant que le torseur de la roue, du sol sur la roue avant contient uniquement YB puisque XB est nul, donc action sans frottement. Et comme on connaît le torseur de la pesanteur en G, donc on le conserve en G, on traduit les autres torseurs de leurs points A et B vers G. Voilà, donc il faut calculer tous les moments au point G. Donc on commence par le torseur du sol sur la roue arrière. En passant de A vers le point G, donc on calcule le produit vecteur GA, vecteur la résultante, puisque le moment en A est nul. En remplaçant GA par la distance A portée par X négatif et H plus R, la hauteur du centre de gravité par rapport à Y, vectoriel la résultante au point A.
Donc ça nous donne un moment moins A, Y, A plus H plus R fois XA, le tout porté par Z. Voici donc le torseur du sol sur la roue arrière au point G. Maintenant, le torseur du sol sur la roue avant au point B, converti vers le point G, même méthode. Donc le moment en G égale au moment en B plus GB vectoriel la résultante en B. Moment en B nul, donc, GB vectoriel la résultante. On remplace GB par sa valeur. Donc c'est B porté par X et moins H plus R, bon, H plus R entre parenthèses Y, vectoriel YB, donc ça nous donne B, YB porté par Z. Et donc voici le torseur du sol sur la roue avant au point G. Alors pour le torseur dynamique, il se compose de l'accélération M fois l'accélération et moment dynamique au point G. On connaît la vitesse, donc l'accélération c'est la dérivée de la vitesse. Et le moment dynamique est composé de deux moments dynamiques, celui de sigma et celui du moteur. Sigma est en translation, donc son oméga est nul. Automatiquement, le delta en G de sigma par rapport à R0 est nul. Après, comme les masses et inerties sont négligeables pour la motorisation, donc on a un moment dynamique en G nul aussi. Et donc notre torseur dynamique de l'ensemble isolé, il est glisseur en G, donc M gamma porté par X. Donc, appliquons maintenant le PFD, donc la somme des torseurs statiques égale au torseur dynamique. Donc ça nous donnerait trois équations. Inter D en projection sur X, inter D en projection sur Y et inter D en projection sur Z. Or, pour les terres D en projection sur X, donc ça nous donne deux équations, XA égale à M gamma, projection sur Y moins MG plus YB plus YA égale à 0, et le moment dynamique TMD au point G en projection sur Z, donc troisième équation. Maintenant, trois équations avec trois inconnus, donc résolvables XA, YA et YB. Donc on retrouve les expressions de YB, YA et XA. Donc après, donc on peut analyser ces valeurs pour décider du patinage et du décollement. J'ai vu quelques vidéos sur YouTube de personnes qui pratiquent le wheeling. Bah, croyez-moi, c'est pas très joli à voir, surtout après la chute. Notre objectif est donc de trouver les conditions pour assurer le maintien de contact de la roue avant lors d'une accélération. L'étude du non-décollement de la roue avant se base sur l'analyse de l'action mécanique du sol sur la roue avant au point B. Donc, YB est supérieur à 0, c'est la condition de non-décollement de la roue avant. Cette condition se traduit par l'expression suivante. Après avoir remplacé YB par la valeur trouvée du PFD, et donc gamma devrait être inférieur à GA sur H plus R. Normalement, en comparant avec la cotation, c'est-à-dire les distances A, H plus R, on comprend que pour éviter le décollement de la roue avant avec une accélération donnée, il faut jouer sur le A, le petit a, qui est la distance entre la position du centre de gravité et la roue arrière, et la hauteur du centre de gravité qui est H plus R. Donc si on veut conserver la roue avant collée au sol, il faut surtout augmenter la distance A et diminuer H plus R, donc avoir un centre de gravité un peu plus vers le bas et avoir ce centre de gravité trop loin de la roue arrière. Alors dans des motos, on peut trouver des conditions qui favorisent le non-décollement de la roue avant, c'est-à-dire un centre de gravité un peu plus proche du sol, loin de la roue arrière. Et des fois, pour les gens qui font le wheeling, on essaye plutôt de faire le contraire, c'est-à-dire augmenter la distance du centre de gravité du sol et diminuer la distance entre le centre de gravité et la roue arrière pour provoquer le wheeling. Le décollement de la roue arrière est généralement causé par le freinage. Pour la plongée, on fait la même chose que pour le cabrage, c'est-à-dire pour éviter que la roue arrière ne décolle, il faut imposer que le YA soit supérieur à 0. Avec l'expression qu'on avait trouvée de YA,
on en déduit, donc gamma est supérieur à moins GB sur H plus R. Dans ce cas, pour avoir la roue arrière maintenue en contact avec le sol, il faut augmenter le plus possible le B et diminuer le H plus R, c'est-à-dire la position du centre de gravité, la hauteur du centre de gravité depuis le sol. Donc si on augmente le B, ça veut dire qu'on éloigne un peu le centre de gravité de la roue avant pendant le freinage et on garde le centre de gravité le plus possible proche du sol. Donc, des motos sont équipées de systèmes anti-cabrage et anti-plongée qui assistent l'utilisateur lors de l'accélération et du freinage pour éviter que les roues ne décollent. Allez mon petit! Mais pied sur le cale-pied! Voilà. La condition de non-patinage de la roue arrière est une condition qui nous permet de garantir que la roue ne tournerait pas folle, c'est-à-dire rotation sans que la moto n'avance. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo. Et donc la condition, c'est que la force appliquée par le sol sur la roue arrière devrait être inclinée d'un angle alpha inférieur à l'angle phi. Autrement dit, tangente de l'angle alpha inférieur à tangente de l'angle phi. Tangente de l'angle phi, c'est F, coefficient de frottement. Et tangente de l'angle alpha, c'est XA divisé par YA. Donc ce qui nous donne que XA devrait être inférieur à F fois YA. En remplaçant XA et YA par les valeurs qu'on avait trouvées précédemment quand on avait fait le PFD, on retrouve une condition sur le coefficient de frottement. Donc il doit être supérieur à gamma, l'accélération fois B plus A sur H plus R fois gamma plus G fois B. Et dans ce cas, on comprend que la condition, c'est sur les dimensions et sur l'accélération. Donc si on vérifie cette condition-là, on éviterait le patinage de la roue arrière, la roue motorisée. Alors, les conditions de non-décollement et de non-patinage et les conséquences de ces conditions sont liées à ce modèle simple qu'on a étudié avec des hypothèses simplificatrices, mais ne prennent pas en considération les cas particuliers où les personnes utilisant la moto souhaitent déclencher des cabrages ou des plongées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. À la prochaine vidéo.